Donc, j'ai le plaisir de vous présenter une recherche que nous avons menée ensemble avec des collègues de Beehive et la plateforme de la première ligne wallonne, la PPLW, euh, durant la première vague de la crise Covid. Alors, ce que je vais vous présenter, c'est le contexte, bien sûr, dans lequel l'étude s'est déroulée, avec des objectifs de l'étude et la question de recherche, un point sur la méthode, des résultats et des points de discussion et des pistes pour après. Peut-être en guise d'introduction par rapport à la présentation que nous venons d'avoir, je vous propose de faire un petit pas en arrière et je pense que l'introduction faite par Jean est extrêmement utile et pertinente. Ici, je reviens un petit peu plus à un cran plus bas, plus près du terrain et avec des données empiriques. Donc, le contexte, évidemment, c'est la première ligne. Nous parlons de la chaire de la première ligne, qui est la pierre d'angle du système de santé, vu que, selon l'OMS Europe, 90% des interactions de santé devraient se dérouler au niveau de la première ligne. Deuxième point, la première ligne wallonne. Nous l'avons vu dans le rapport Beehive, le livre blanc. On a pu mettre en évidence que même si nous avons d'excellents professionnels de la santé et de l'aide en première ligne wallonne, la première ligne est peu structurée et très peu visible. Et donc, face au choc de la pandémie, de la Covid, comment cette première ligne s'adapte-t-elle? Donc, on parle de résilience comme une capacité à préparer, gérer, donc absorber, s'adapter et se transformer et attirer les leçons du choc. Et puis, finalement, le contexte de la PPLW, la plateforme de première ligne wallonne, qui était aux premières loges, vu que cette plateforme est un réseau, une ASBL maintenant, créée en 2018, qui rassemble la quasi-totalité des professionnels de la première ligne via leurs associations professionnelles. Alors, les objectifs de l'étude étaient d'identifier les domaines où la première ligne wallonne a pu être renforcée ou déforcée au stress test de la pandémie. Pourquoi? Du point de vue de qui? Pour qui? Et comment? Alors, la méthode que nous avons utilisée pour pouvoir y répondre est une recherche qualitative qui a été menée d'avril à septembre l'année dernière en utilisant 3 sources de données. D'une part, des entretiens individuels qui ont été menés pour une série de prestataires de la PPLW et donc toutes les semaines, pendant la durée d'avril à septembre, j'ai pu les rencontrer via des visioconférences. C'était des entretiens semi-structurés, donc avec un guide d'entretien et en analysant aussi ce qui pour eux étaient des incidents critiques, c'est-à-dire des événements qui étaient survenus la semaine précédente, qui leur paraissaient révéler quelque chose de la première ligne. J'ai aussi eu la chance d'assister aux réunions hebdomadaires et puis qui sont un petit peu espacées de la PPLW pendant cette première vague. Et puis, j'ai eu l'occasion de compiler tous les documents qui avaient transité par la PPLW et aussi tout ce qui était paru dans la presse spécialisée et généraliste et qui concernait la première ligne wallonne. Sur base de ces données, j'ai pu réaliser une analyse thématique en laissant aussi la place, bien entendu, à des nouvelles catégories émergentes. Et une force de l'étude aussi, c'est d'avoir pu trianguler les données de manière à pouvoir vérifier de manière itérative les informations et les résultats que j'ai pu en trouver. Alors, le guide d'entretien a été basé sur un article qui porte le nom un peu barbare des 3S, 3M et des 5S, 5M et 5C, et où vous retrouvez en partie, pour ceux qui ont eu l'occasion de lire le livre blanc, la définition de la première ligne de Starfield, avec une première ligne accessible, premier contact, avec le C pour continuité,
globalité, comprehensiveness, la coordination est centrée sur la personne. Depuis lors, il y a une sixième dimension qui a été notamment évoquée par Jean, c'est la dimension communautaire, encore un C. Pour arriver à une première ligne forte, on a besoin de ressources telles que l'espace, c'est aussi la délimitation géographique de là où la première ligne s'exerce, des systèmes en place, des ressources humaines, aussi financières et matérielles, et en temps de pandémie, certainement un système de surveillance. Pour faire le pont entre les deux, l'auteur propose des processus tels que des équipes multidisciplinaires, des moyens pour soutenir la motivation des équipes, des outils de management et un management adéquat, fondés sur des données et bien sûr un suivi. Alors, pour revenir à la situation de collecte des données, un rappel que c'était au moment de la première vague qui a quand même des caractéristiques extrêmement différentes de ce que nous vivons maintenant. Donc, c'est bien sûr une contextualisation importante de cette étude, de tenir compte du fait qu'on était à une époque où il y avait peu de tests, euh, beaucoup de décès, beaucoup d'hospitalisations, ce qui explique que tous les efforts et toute l'attention étaient attirés vers l'hôpital. Alors, les résultats de cette étude menée sur 103 entretiens, 9 réunions et 140 documents publiés durant cette période. D'une part, une description de la population interrogée lors des entretiens. Vous voyez ici, donc c'était un recrutement des volontaires de l'APP loué, et donc ce qui explique que toutes les professions ne sont pas représentées. Néanmoins, vous voyez ici une diversité quand même assez grande, vu qu'on voit des infirmiers, médecins généralistes, pharmaciens, sages-femmes, ergothérapeutes, diététiciens et kinésithérapeutes, et qui de plus avaient un statut très divers en matière de statut professionnel, de lieu d'exercice, de localisation et de fonction. Et donc, sur base de cette étude, nous avons pu identifier 8 grands domaines. Alors, pour rester concis, je vous propose d'en investiguer que 4 ce soir. Le reste peut être consulté dans le rapport qui est accessible et en fin de présentation, vous aurez le lien pour pouvoir y accéder. Et donc, les 4 thématiques que je vous présenterai ce soir, ce sont celles qui ont été citées le plus fréquemment par les participants et qui se sont retrouvées également aussi dans la presse et ont été abordées lors des réunions. D'une part, durant cette première vague, ce qui a posé problème, c'est la communication de la part des autorités. Un autre problème, c'est celui de la continuité des soins, notamment pour les publics vulnérables. En lien avec ça, parce que ces domaines sont très interreliés, c'est la collaboration interprofessionnelle et interorganisationnelle. Et le dernier qui sera abordé, c'est celui de la modification de la nature et de la charge de travail. Les autres thématiques sont présentées ici à titre d'exemple uniquement. Alors, pour la première thématique, celui de la communication de la part des autorités, je vous propose une citation. Donc, je vais la lire à haute voix. Le manque d'information de la part des autorités est lourd à porter, dit une sage-femme. L'information qui est transmise est tout à fait insuffisante pour pouvoir informer correctement mes collègues. Par ailleurs, j'apprends que les kinés ont repris la préparation à la naissance. Il n'y a donc pas de suivi commun ou de guide commun par rapport à la reprise, ce qui mène à des incohérences par rapport au suivi des futures mamans. Donc ça, c'est un exemple qui est quand même assez parlant vu qu'on voit d'emblée qu'il y a un risque de bris de continuité des soins. Et donc ça, on en parlera dans la deuxième thématique, mais aussi du fait que cette personne étant représentante pour son association professionnelle et donc responsable de la diffusion des informations pour pouvoir adapter les pratiques
au manque de matériel, c'était vraiment quelque chose qui était vécu comme difficile. Voici les autres thématiques en lien avec la communication de la part des autorités qui ont posé problème. Je vous les laisse découvrir dans cette slide. Donc, il y a la communication au sujet d'un plan d'urgence sanitaire. Ça a été assez flou. Est-ce qu'il y en avait un? Il n'y en avait pas. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été activé? Finalement, il n'y en avait pas. À ce moment-là, l'organisation des soins de cohorte posait problème. Il y avait aussi pas mal de questions autour de la communication concernant la disponibilité et la distribution des équipements de protection individuelle, les EPI. Aussi un manque de prise en compte de l'expertise des professionnels de première ligne, qui avaient pourtant pas mal de choses et de solutions à apporter par rapport aux problèmes qui se posaient. Un problème par rapport à la définition des soins urgents et essentiels qui était déjà introduit dans la citation de la sage-femme, parce qu'effectivement, l'accompagnement de la grossesse, est-ce que c'est un soin urgent et essentiel ou pas? Communication par rapport aux recommandations des bonnes pratiques et les mesures de quarantaine essentiellement pour les employés. Un deuxième domaine est celui de la continuité des soins. Donc, je ne vais pas aller très loin dans l'explication de ce diagramme parce que je pense que Jean a pas mal expliqué ce qu'il entendait, notamment de la continuité dans une logique de parcours de la personne. Donc ça, c'est plus la trajectoire horizontale et puis la nécessité de prendre en compte lors d'une trajectoire qui serait plus verticale de cette continuité des soins également. Et donc, je vais aborder directement les citations. Un médecin généraliste qui dit: «Il manque vraiment des mécanismes pour identifier des patients vulnérables au manque de continuité des soins, surtout au niveau de la santé mentale». Et donc, c'est vraiment la question de comment peut-on faire avec notre système actuel pour, entre guillemets, «démarcher» des personnes qui sont inscrites soit dans une pratique via un DMG, soit dans une maison médicale, pour aller proposer des services alors que tout est fermé et que les services ne sont plus ouverts. Une citation d'un kiné qui dit: «Il n'y a pas de rôle de garde formel pour les kinés. Même si la continuité 24 heures sur 24 pour la kiné est moins indispensable que la garde médicale, pharmaceutique ou infirmière, certains patients sont dans la situation où un accès à un kiné respiratoire 24 heures sur 24 serait utile». Une autre thématique, évidemment très fort liée à ça, vu que c'est un peu la réponse au manque de continuité de soins, c'est la coordination entre professionnels et organisations. Et donc, ce que dit une infirmière, c'est que pour les professionnels, les outils actuels de concertation conviennent en partie pour organiser les soins au niveau d'un patient singulier. C'est la fameuse concertation organisée par les SISD, les services intégrés de soins et de services à domicile, sous la forme de concertation multidisciplinaire. En revanche, pour organiser des soins entre les métiers ou pour un métier, des niveaux intermédiaires manquent. Cela semble particulièrement le cas pour l'exercice des professions indépendantes. Un médecin généraliste dit: «Les cercles de médecine générale ont proposé spontanément de l'aide aux directeurs des MRS et aux médecins coordinateurs et conseillers du territoire, ont même organisé des tours de garde ou des tours de salle, pardon, dans les MRS pour s'assurer de la continuité des soins médicaux». Donc c'est vraiment un exemple où l'organisation a pu avoir lieu parce qu'il existait déjà un certain niveau de structuration territoriale, vu que les cercles de médecine générale, comme vous le savez, sont organisés sur un territoire. Et alors, à d'autres moments, on entendait des discours aussi qui sont tout à fait à l'opposé, où un médecin généraliste disait: «Les consultations dans mon cabinet ont fortement diminué et il m'arrive que je me tourne les pouces». Alors que dans ce même territoire, il existait des besoins en matière de prise en charge médicale. On voit aussi directement, à côté des citations, les dates et donc ça montre qu'en début d'épidémie, les choses ont mis du temps
à se mettre en place en matière de coordination, en particulier lorsqu'elle n'est pas organisée au niveau d'un territoire. Alors, j'en viens à ce que les professionnels disent eux-mêmes, c'est que là où il existait déjà des accords entre organisations et professions, il était plus facile d'organiser la collaboration alors qu'elle était sous pression de la pandémie. Et à l'inverse, en absence de tel accord, eh bien, il y avait une moins bonne collaboration entre les organisations et professions. Avec l'exception toutefois qu'on a pu assister à l'émergence d'une solidarité spontanée. Évidemment, c'est porteur d'espoir, aussi bien au sein de la première ligne que entre les lignes. Avec la difficulté toutefois que le fait de devoir compter sur la solidarité spontanée met quand même en péril les personnes qui risquent de passer entre les mailles du filet. Et donc une vigilance pour les populations vulnérables, comme je l'ai déjà dit, en termes de bris de continuité est quelque chose de vraiment très important. Alors, le quatrième et dernier domaine que je voulais vous aborder, c'est celui de la modification à la fois de la charge de travail et de la nature du travail. Donc, la charge de travail, ça tombe sous le sens qu'en début d'épidémie, la charge de travail dans les maisons de repos a fortement augmenté, notamment en raison du fait que la pandémie a beaucoup affecté les résidents et les pharmaciens également. Pour les médecins généralistes, infirmiers, ergothérapeutes, en dehors des maisons de repos, les kinés et les diététiciens, là, le constat était beaucoup plus nuancé et on voyait des différences de charge de travail assez importantes. De manière plus intéressante pour nous, c'est que la nature du travail a aussi évolué au cours de la pandémie. Au début de la pandémie, on a vu qu'il y avait une augmentation importante du nombre d'appels téléphoniques chez les médecins et chez les pharmaciens, avec une très forte demande de besoins d'information. Et c'est encore une fois un signe que ces deux professionnels sont vraiment reconnus comme source d'information fiable en ce qui concerne la pandémie et les comportements à adopter. Pour ce qui est des ergothérapeutes, ils signalent que ceux qui travaillent en maison de repos, d'une part, ils ont été fort sollicités pour pouvoir accompagner les résidents pour ce qui est des contacts avec les familles, et puis que très souvent, ils ont été mobilisés pour substituer l'absentéisme de leurs collègues. À domicile, ils ont vraiment pris sur eux de jouer la carte de la solidarité en allant bien au-delà de leur rôle et en aidant, par exemple, pour faire les courses. L'exemple des pharmaciens est intéressant parce que, ils ont été beaucoup plus sollicités pour ce qui est la livraison des médicaments à domicile, qui a eu comme corollaire le fait de leur permettre de voir comment se passait la vie à domicile et d'avoir accès à des informations par rapport au lieu de vie qu'ils ne soupçonnaient même pas. Et ils ont aussi signalé d'avoir eu davantage de contacts avec les prescripteurs, ce qui est évidemment tout bénéfice pour ce qui est de la révision médicamenteuse. Et alors ici, encore une dernière citation qui concerne les sages-femmes qui disent que ce qu'ils souhaiteraient, c'est davantage heu, de se voir confier davantage de tâches. Donc ce qu'elle dit ici, au mois d'avril, c'est qu'à l'heure actuelle, seuls les médecins généralistes réalisent un dépistage. Ici, il s'agissait pour le Covid, parfois aidés par des consortiums d'infirmiers. Or, les sages-femmes pourraient prescrire et effectuer le test en accord avec le médecin généraliste. Ceci permettrait de diminuer les déplacements de la femme enceinte, d'autant plus que les maternités recommandent de tester les patientes de 15 jours avant leur terme et d'atteindre plus facilement les femmes vivant des situations de précarité. Alors j'en arrive à la discussion qui donne donc cette étude donne un coup de projecteur sur la première ligne à un moment particulier, permet aussi de donner une voix dans la sphère interprofessionnelle, et ça c'est important, à des métiers parfois moins entendus. Les domaines les plus critiques sont ceux de la communication de la part des autorités, des bris de continuité et la collaboration interprofessionnelle et interorganisationnelle.
On a vu la structuration territoriale a besoin d'appui pour faciliter la structuration de la première ligne, avec un besoin de système d'information, aussi un besoin de lieux d'échange interdisciplinaires au niveau local pour clarifier les fonctions, pour donner aussi une visibilité pour les non-médecins et prendre en compte les expertises locales et dans une logique de soutien d'amélioration de la qualité. Sans oublier bien sûr les besoins en formation pour y parvenir. Cette dia-ci, je vais la passer parce que c'est vraiment tout à fait superposable à ce que disait Jean, que dans la logique de structuration territoriale, il faut les 2 niveaux, assez petits pour pouvoir travailler de manière à ce que les gens se connaissent et assez grands aussi pour que l'interaction, professionnelle et interorganisationnelle puisse opérer, notamment avec les hôpitaux. Sur le plan de la méthode, le modèle semble adéquat et bien sûr les limites. Ceci est un coup de projecteur sur la première vague. Depuis lors, pas mal de choses ont changé et nous avons uniquement interrogé des professionnels qui avaient une bonne connaissance du système. Et je vais m'arrêter là. Merci Merci beaucoup. beaucoup, merci beaucoup Thérèse pour cette présentation.